Bienvenue dans Déclic et des claques, le rendez-vous des audacieux et des aventuriers de la vie. Je suis Pauline et je suis ravie de vous accueillir dans ce voyage où nous explorerons les récits inspirants de celles et ceux qui osent sortir des sentiers battus et façonner leur propre chemin. Parce qu'un déclic peut être suivi de sacrées claques, parce que des claques peuvent faire naître un véritable déclic, parce qu'on a tous envie un moment de prendre nos clics et nos claques, découvrons ensemble les parcours de nos invités, les moments décisifs, les défis surmontés, les leçons apprises, pour nous donner à notre tour l'envie d'oser. Faire germer le beau et le bon, c'est la devise de Sixtine, qui est mon invitée du jour. Initialement juriste, Sixtine est devenue créatrice de potager. Après plusieurs années dans les bureaux et les dossiers, elle a choisi de revenir à la terre, au concret, à ce qui pousse et se transforme. Elle a fondé Botager, une entreprise qui installe des potagers clés en main pour les particuliers et les entreprises, avec des légumes exceptionnels. À travers son parcours, elle nous apprend plein de choses sur les bienfaits et les leçons que la terre nous apporte. Et c'est avec la voix cassée que je l'accueille, mais je vous souhaite tout de même une bonne écoute. Ouais. Salut Sixtine. Salut Pauline. Trop contente de te recevoir ici, à Paris. Merci pour ton accueil. Avant d'arriver un peu sur ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter ton métier d'avant, ton parcours dans le droit ? Donc j'ai fait une fac de droit assez classique. J'ai commencé à travailler dans un cabinet d'avocats, puis après j'ai quitté Paris pour Bordeaux. Là j'ai travaillé dans un cabinet conseil, gestion, expertise comptable. Ouais, on est toujours très loin du potager à ce moment-là. Et voilà, c'était un parcours vraiment classique, donc rien de végétal, quoi. Rien de végétal. Et qu'est-ce qui t'avait attiré vers le droit au départ ? Alors au tout début, vraiment, et là c'était peut-être déjà un premier signal, ce qui m'avait attiré, c'est je voulais être commissaire-priseur. Et j'aimais beaucoup l'histoire de l'art, le beau à travers l'art. Et je voulais être commissaire-priseur, et donc pour ça il faut faire du droit. Je me suis dit je commence par le droit, je ferai après l'histoire de l'art. Et finalement je suis restée dans le droit, j'ai bien aimé travailler en cabinet d'avocat. T'as fait quelle spécialité en droit ? J'étais en droit des affaires. Ouais, ok. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments dans cette période-là où il y avait déjà des petits signes qui te disaient que t'étais pas à ta place ou tu voulais faire autre chose, etc. Ouais, complètement. Il y a des moments où tu cherches le sens de ce que tu fais quand tu le comprends et quand tu sais déjà ce pourquoi tu travailles. T'as pas besoin de cette quête de sens de ton dossier. Mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais telle tâche ? Mais pourquoi ? Enfin, et quand je pense que ça c'était déjà un signal. Le fait de chercher vraiment pourquoi tu fais telle tâche, dans quoi ça s'insère, et d'avoir besoin de cette prise de recul. Je pense que là, déjà, c'était un peu un signal de « Oula, si je comprends plus trop ma tâche, dans quoi elle s'insère, et si j'ai besoin vraiment de recul, c'est qu'il y a peut-être un petit sujet à creuser, justement. Ouais. Et en parallèle de tout ça, il me semble, et même peut-être avant, il me semble qu'il y avait une passion qui naissait au fond de toi. Ouais, exactement. Et avec ta décision de reconversion, de créer une boîte, etc., est venue un peu étape par étape. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces différents, ce cheminement ? Exactement, ouais. En fait, c'est vraiment venu petit à petit. Sans jeu de mots, ça a germé tout doucement. Donc en fait, c'était au tout début de mes années d'études. J'ai eu la possibilité de cultiver une petite plateforme, une petite surface. Et j'ai commencé par le classique, tomates, poivrons, voilà. Rien de très compliqué. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais c'est quand même juste incroyable d'avoir vraiment les fruits et légumes de son travail récoltés concrètement. Et donc là, le concret revenait. En fait, finalement, la quête de sens devient de plus en plus importante quand on comprend au fur et à mesure qu'on peut avoir des fruits et légumes de son travail, mais réellement. C'est vraiment... Donc... Ouais, dans le premier sens du terme, quoi. Ouais, dans le sens originel du terme, quoi. Et puis plus tu travailles, plus t'en as, etc. Donc c'est vraiment... Donc là... donc ça, c'était au tout début de mes études, et puis au fur et à mesure, les petits tests que je faisais de quelques rangs de tomates, quelques rangs de piments, commencent à s'agrandir, et puis ça commence à être assez gros. Ouais. Et jusqu'à ce jour où je me suis dit, en fait, là, ça prend
dans les deux sens du terme, beaucoup de place dans ma vie et concrètement. Ouais. Donc il faut prendre une décision. Voilà. Donc à un moment, tu t'es dit, ok, go. Ouais, il y avait... Je quitte le droit et je vais planter des légumes. Exactement, c'est une accumulation de plein de choses. D'abord, j'ai eu la visite d'une personne une personne a visité mon potager et m'a dit, en fait, j'aimerais que tu refasses le même pour chez moi. Ah ouais. Et je dis, mais c'est pas un métier, ça, de faire un potager chez des gens. Je sais que ça n'existe pas. Et elle me dit, si, je veux que tu fasses le même potager pour chez moi. Et je t'assure que, en fait, il y a de la demande parce que je crois que c'est quelque chose de... Finalement, c'est le plus grand luxe, c'est d'avoir ses propres légumes et de savoir ce qu'il y a dans la terre, et donc de savoir ce qu'on mange directement. Et c'est vrai que j'ai réalisé qu'effectivement, sans avoir fait d'études dans le domaine, avec ces 12 années passées à jardiner, à expérimenter, sans jeu de mots, à me planter. Ouais. Voilà, j'adore les jeux de mots. Non, mais c'est un domaine où il y en a tellement. Il y en a beaucoup trop. Et en fait, avec toutes ces années d'expérience, j'ai réalisé que peut-être, oui, effectivement, j'avais quand même commencé à avoir un diplôme qui s'appelle l'expérience et qui peut servir à d'autres qui n'ont pas cette expérience. Et c'est là où je me suis dit, ok, là, il faut se lancer. Cumuler à ça une expérience professionnelle qui m'a poussée à finalement pas rester dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et donc là, ce qui est génial, c'est que j'ai pu me lancer l'année dernière et dès mon lancement, c'est parti. C'est parti. Justement, dès ton lancement, en fait, une fois que l'idée est née, quelles étaient les premières étapes concrètes de, je sais pas, je m'y connais pas du tout et on n'en a pas parlé ensemble, ça encore. Du marché et de la concurrence. Est-ce qu'il y a des choses qui existent sur le marché? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui créent des potagers? T'as dû faire une étude de marché? Est-ce que t'as dû te former? T'es entré dans un incubateur, il me semble. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? En fait, c'est assez vertigineux parce que je passe d'un milieu où la formation est reine, vraiment. Donc, c'est-à-dire que si je n'ai pas de diplôme de droit, je peux pas exercer. Et puis si je suis pas très régulièrement à jour, je peux pas exercer, à un domaine où finalement, ce que je te disais, finalement le meilleur diplôme c'est l'expérience. Mais moi j'avais ce réflexe franco-français de me dire il me faut un diplôme supplémentaire pour savoir ma crédibilité et ma légitimité. Et donc je savais pas lequel faire puisque le potager c'est ni de l'horticulture, enfin c'est un petit peu d'horticulture, un petit peu de paysagisme et un petit peu de maraîchage. Mais c'est un mélange des trois. Et donc, je fais quelle formation? C'était ça la question. Tu risques d'apprendre soit trop de choses, soit pas assez de choses, soit des choses déconnectées. Ouais, exactement. Et donc, pour ça, à partir du moment où j'ai pris la décision de me lancer, je suis allée voir les jardiniers du potager du Roi à Versailles, qui ont une formation sacrément costaud dans le domaine. Et je leur ai expliqué mon projet, je leur ai dit, voilà, écoutez, vraiment, le potager, je vais en faire mon métier. Pour l'instant, je sais pas trop comment, mais je vais en faire mon métier. Et là, ils m'ont dit, voilà, bon, en fait, la meilleure chose que tu puisses nous montrer pour savoir ce que tu vaux, entre guillemets, c'est des photos de ton jardin. Est-ce que tu sais jardiner, quoi, c'est tout. Est-ce que tu sais faire des légumes? Donc, je leur montre des photos, ils m'ont dit, ok, c'est bon, en fait, là, tu vas perdre du temps à faire une formation qui sera effectivement soit trop large, soit trop restrictive, en tout cas, qui correspondra pas au potager très précisément. Et il n'y a pas d'école à proprement parler pour apprendre à faire un potager. Et c'est trop bien d'être tombée sur eux, en fait. J'ai beaucoup de chance. Ça s'est fait de manière complètement fortuite. Ils étaient tous à leur pause... de 10h, et ils étaient tous réunis. Là, ils sont tous là. Et tu es allé au culot. Mais c'est cool, c'est vrai, il faut avoir un peu de culot dans ces moments-là, quoi. Faut oser... Je pense que tu cherches un peu aussi à avoir des avis extérieurs parce que c'est un domaine complètement nouveau et peut-être que c'est l'envie de pas être seul, l'envie d'être bien entouré, l'envie d'être conseillé qui te pousse à oser faire des choses, d'aller demander conseil, décrocher un téléphone et tout. Trop bien. Et du coup, t'as fait une étude de marché pour cibler exactement ce que t'allais faire. Ouais, alors là-dessus, justement, comme j'entrais dans un domaine complètement nouveau, je savais pas ce que j'allais vendre concrètement parce que
Enfin, je me dis, si demain j'aime la poissonnerie, je copie le modèle d'un poissonnier. Oui. Enfin, Oui, du c'est coup, ça. je sais comment faire un business plan à partir de là. Je connais un peu, je peux faire une étude de marché. Là, je savais vraiment pas ce que j'allais concrètement vendre. Est-ce que c'est une prestation de dessin, d'ensemble paysager? Est-ce que c'est la vente de légumes? Est-ce que c'est la vente de conseils, etc. Enfin, vraiment, je savais pas encore. J'avais juste l'idée. Et j'ai eu besoin de me faire accompagner. Donc, j'ai décidé d'intégrer un incubateur qui s'appelle La Ruche. Ça tombe bien parce que c'est un incubateur qui est très sensible aux enjeux écologiques. D'où le nom, d'ailleurs. D'où le nom, c'est ça. Donc ça a été 9 mois d'incubation et là-dessus justement on apprend tout ça. On apprend à faire une étude de marché, à vraiment trouver quel est son créneau, à faire un business plan. Et donc là ça m'a vraiment structurée, ça m'a aidée. Là vraiment la moralité vraiment de tout ça, c'est juste pas rester seule. Ça c'est vraiment le truc qui moi est, mais enfin vu que je me suis lancée seule, mais heureusement qu'ils étaient là et plein d'autres personnes que j'ai pu croiser, rencontrer, mais heureusement qu'ils étaient tous là. Il y a c'est que des bons conseils quoi. Oui, parce qu'en fait non seulement tu changeais complètement de métier, mais en plus tu te lançais dans l'entrepreneuriat quoi. Il y a deux choses. Les deux grandes lignes. Et là justement le fait de rentrer dans un incubateur, il t'ouvre les yeux sur tous les domaines dans lesquels tu dois te former. Et moi étant juriste, typiquement les chiffres c'est un peu un cauchemar. Et du coup tu dois te former à la comptabilité, tu dois te former à la communication, pareil tu dois apprendre à faire une com, voilà, enfin tu t'apprends plein de petits domaines et puis et pour moi là, l'étape d'après là, c'est apprendre à bien m'entourer pour déléguer certaines tâches. Et parce qu'ils te font très vite comprendre que, ok, au tout début, tu vas apprendre à faire beaucoup de choses toi-même. Très vite, tu vas réaliser que sans les autres, tu peux pas aller très loin. Sur la partie un peu création d'entreprise, les statuts et tout ça, ça, c'est des choses que tu connaissais. Dans mon travail précédent, justement, j'ouvrais des sociétés, fermais des sociétés. Donc, t'avais ces notions quand même. C'était du corporate, c'était vraiment la vie de l'entreprise. Et ce qui permet, je trouve, d'avoir un vrai recul sur les tâches administratives. Normalement, on peut en faire un peu toute une montagne sur ouvrir une société, faire des statuts, les déposer au greffe, des choses qui, en fait, moi, étaient mon travail quotidien. Et en fait, je réalise que ça n'est que de l'administratif. Et donc, le fait de l'avoir fait, ça m'a effectivement aidé. Ça m'a aidé. Ok. Et du coup, maintenant, Botager, tu nous en parles un peu de ta boîte, du projet, etc. Alors du coup, tout ça, comme je disais, a germé petit à petit depuis plusieurs années. Donc en soi, quand je me suis lancée, j'avais déjà un petit peu des idées qui étaient là. Et surtout, par ma pratique, j'ai réalisé plein de choses. J'ai réalisé que faire un potager en pleine terre, ça demande énormément de temps. Énormément d'énergie. C'est très exigeant pour le désherbage, notamment. Voilà, donc c'est des contraintes qui sont naturelles mais qui rendent la chose quand même compliquée. Et petit à petit, on réalise qu'on peut faire un potager plus petit, surélevé, accessible du coup à des personnes qui sont en fauteuil roulant par exemple. Donc l'avantage du surélevé, c'est qu'en fait on se casse moins le dos. On se casse pas le dos même, parce que c'est-à-dire qu'on se met sur le rebord, on peut s'asseoir sur le rebord et on peut jardiner. C'est conçu de manière très ergonomique. Enfin, j'ai conçu moi une carré potager de manière assez ergonomique. Et donc je suis arrivée doucement à me dire en fait, ce qui séduit plus les gens, ce qui fait moins peur en termes de dimension, ce qui est plus accessible par rapport à notre vie aussi. On a moins d'espace, on a moins de temps pour jardiner. Et ben c'est le carré potager. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à me dire en fait, je crois que les gens sont plus séduits par les carrés potagers. Et à partir du moment où j'ai lancé ça, effectivement, c'est là où la demande a répondu. Il y a une vraie demande. C'est vraiment du sur-mesure et donc c'est en fonction de l'espace disponible chez le client. Donc ça peut être aussi bien un seul carré potager avec tous les aromates. Donc ça peut être super parce que comme ça on sait que dès qu'on veut pimper un peu son plat, on va dans son jardin, on attrape ce qu'on veut, et tout est frais. On peut aussi partir sur un carré potager qui est autour des légumes de saison. Et donc là, il y a
4 grands temps forts dans l'année, avec 4 livraisons de différents légumes qui correspondent à la saison. Et donc la star, c'est évidemment la tomate, puisqu'elle a un goût incomparable dans un carré en pleine terre que sous serre, même bio. Donc ça, c'est vraiment ce qui séduit le plus. Et on peut s'amuser surtout à mettre des variétés qui sont assez rares, anciennes, voire drôles. Il y a des piments, par exemple, des poivrons qui ont des formes assez drôles. Les aubergines, c'est pareil, on peut s'amuser sur les formes. Et après, on a cette réelle fierté de dire, voilà, ça, je pose sur la table, ce sont mes légumes, on les trouve pas chez le maraîcher, on les trouve pas au marché. Oui, c'est ça, tu trouves des choses un peu insolites. Ils viennent de chez moi. Et vraiment, moi, j'ai à cœur de planter, de proposer à mes clients des légumes qu'on trouve vraiment pas partout. Vraiment, on les trouve pas chez Truffaut, Jardiland. L'objectif, c'est ça. Et là, ce que je suis en train de développer pour des clients un peu plus particuliers, des vignobles, ça c'est vraiment amusant, c'est des carrés potagers autour des arômes du vin. Chaque potager, chaque carré, je crée une composition. C'est vraiment du sur-mesure de A à Z. Hein. Donc c'est une composition avec des essences végétales qui retranscrivent les arômes du vin végétal. Donc par exemple, pour donner juste un exemple tout simple, un sauterne, un bon sauterne par exemple, qui aura un arôme de pamplemousse, je vais planter de la tagette. En fait, la tagette... Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh ben, c'est une jolie fleur, une très jolie fleur, mais on mange pas la fleur, on mange la pousse. La jeune pousse de tagette, on peut manger la sommité. Sommité, c'est la jeune pousse verte, tendre. Eh bien, elle a un goût très prononcé de pamplemousse. Ce qui fait que quand on fait une dégustation de vin, par exemple, en mangeant une jeune pousse de tagette juste avant, et qu'après on goûte le sauterne, là, le pamplemousse ressort, mais x10, vraiment, en bouche. Parce que les dégustations de vin avec les arômes qu'on a pu sentir ou manger juste avant, ça permet de les faire vraiment ressortir dans le vin après. C'est vraiment une nouvelle proposition, en fait, œnotouristique qui est assez séduisante. C'est passionnant comment t'as appris tout ça. Tu t'apprends sur le tas. Ouais. Tu nous as dit qu'il n'y avait pas de formation. Voilà. Exactement. Et donc moi... comment tu t'y es prise du coup ? Le choix que j'ai fait, c'est vraiment de me dire, j'apprends par moi-même. Et en fonction aussi de la demande. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est les arômes du vin végétal. Là, je me suis formée seule autour de toutes les plantes végétales comestibles. Tout ce qu'on peut vraiment manger, qui aura un arôme du vin. Un autre exemple tout bête, mais le goût iodé qu'il peut y avoir parfois dans un vin, la fleur de bourrache est comestible, on va manger la fleur de bourrache et ça va nous rappeler l'iode d'une huître en bouche, à petite touche, vraiment à une petite dose, et derrière ça va permettre de déguster le vin et de remarquer tout de suite le côté iodé. Et j'en ai plein comme ça, du côté poivré, le côté plutôt tannique, enfin voilà, du coup j'en ai pas. Je trouve ça fou. J'ai trop hâte de venir te voir sur ton lieu de travail et tester ces choses-là. Quand t'as annoncé autour de toi que tu quittais le droit et que t'allais créer des potagers, comment les gens ont réagi ? Que ce soit ta famille, tes collègues, ils t'ont regardé avec des gros yeux, genre ils sortent de vous. Alors il y a deux réactions. Il y a ceux qui me connaissent depuis longtemps et qui sont pas surpris. Oui. Ils sont pas surpris. T'as toujours eu des idées farfelues comme ça. Non, c'est plutôt par rapport à ma passion pour le jardin, le potager depuis toujours. Vraiment, du coup, ça surprend pas et moi, c'est plutôt rassurant ce genre de réaction, de voir que les gens sont pas surpris et que j'ai pas sorti ça du chapeau. Et puis, il y a des gens que je connais pas. Et là, ça surprend énormément. Ouais. Et tout de suite, je recontextualise. Je dis, mais en fait, c'est vraiment une passion depuis plus de 10 ans. Donc, les gens comprennent. Ça sort pas du chapeau. Et j'ai fait ça en parallèle de ma vie, d'étudiante et professionnelle. Et voilà. La réaction, c'était presque « Ah bah enfin !» Ouais, t'as pas eu à faire face à des énormes critiques comme d'autres peuvent avoir sur d'autres conversations. Non, alors pour le coup... c'est chouette, c'est cool. Ouais, mais pour le coup, moi, je m'attendais à ça. Et c'est là où je me dis, mais en fait, on a des projections qui sont quand même assez démesurées, des projections intérieures, on a assez démesurées par rapport à la réalité. En fait, il y a vachement de bienveillance et les gens sont vraiment hyper bienveillants dès que tu veux tenter un truc, oser un truc. Et là, surtout que c'est un domaine qui parle à tout le monde.
Le potager, je pense qu'on a tous un grand-oncle, un grand-père, une grand-mère qui nous a fait marcher petit dans les rangs d'un potager. Donc ça parle à tout le monde, et puis on a de la chance que ce soit quand même quelque chose qui soit juste un peu vital. Oui, c'est clair. Donc a priori, il n'y a pas trop de stress sur le fait qu'il y ait besoin de ça. Ouais. Et là-dessus aussi, ça j'ai eu pas mal de retours là-dessus. Les personnes m'ont dit, non mais en fait, avec l'IA, tous les métiers vont sauter sauf toi. Ah oui, parce que là j'étais en train de me dire, attends, qu'est-ce que l'IA pourrait... C'est quoi le lien? Si, après il peut y avoir de la surtransformation, surcréation de fruits et légumes. Avant de robotiser un potager, il faut y aller. Enfin, c'est clair. Je pense que t'as encore un peu de temps devant toi. Surtout que moi, ce qui me fascine, c'est que on arrive à envoyer des fusées dans l'espace, on arrive à créer des voitures électriques, on arrive à faire plein de choses technologiques assez exceptionnelles. Par contre, retranscrire vraiment de rien, partir de rien et créer une tomate, on ne sait pas le faire. Ouais. On sait pas le faire. Donc en fait, c'est trop naturel pour non mais c'est comme pour nous, comme tout être vivant, on n'arrive pas à reproduire la vie. Donc en fait, ça rend assez modeste sur nous, nos capacités aussi intellectuelles. On n'a pas tout créé non plus. On ne sait pas ça. C'est hyper important. On ne sait pas le faire. Ça nous permet de vivre, et on ne sait pas le faire autrement que en reproduisant un schéma qui a des milliers d'années. C'est assez fascinant de se dire que demain, si on cultive plus rien, les graines se périment toutes, on n'a plus rien. Donc en fait, c'est d'où le fait que la transmission, c'est juste vital dans ce domaine. Ah oui, et d'ailleurs à propos de transmission, tu développes aussi un axe pédagogique dans ton activité. Exactement, ouais. En fait, ce que je dis, c'est que si demain on arrête, si on arrête de cultiver, on perd. Alors il y a des banques de graines très sécurisées dans le monde, il y a des grosses banques dont le lieu est secret parce que fascinant ça. Mais parce que l'enjeu est vital. Donc en fait c'est ça qui est fascinant, je trouve, c'est ce côté là on est tout petit face à ce mystère-là de cette graine minuscule. Une fois germée, elle va permettre de nourrir pendant des mois et des mois plusieurs dizaines de personnes, juste une graine. C'est assez fou quand même. Et je me dis, si on n'apprend pas ça à nos enfants, on perd ça. Du coup, j'ai développé ça, et c'est des ateliers pédagogiques, aussi bien pour enfants qu'adultes. Et ce que je fais, en fait, c'est un atelier autour des 5 sens. Ouais. Parce que s'il y a bien une activité où les 5 sens sont en éveil, c'est le potager. Il y a très peu, à part la cuisine, vraiment, la cuisine... Mais bon, la cuisine est liée au potager. Et voilà, et la cuisine est liée au potager. Donc vraiment, s'il y a bien une activité où les 5 sens sont complètement en éveil, c'est là. Et quand les 5 sens sont juste en éveil, c'est là où on se sent tellement vivant. Donc moi, c'est ce qui me fascine, et c'est pour ça que ça me passionne, et que je pourrais en parler des heures. Non mais carrément. Et justement, sur les leçons que la Terre t'apprend, tu m'avais pas mal parlé de ça dans notre préparation. Mais oui. Dans nos premiers échanges, justement, on parle des 5 sens, et tu me parlais aussi d'un aspect intergénérationnel, universel, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ça fait partie des grands déclics aussi que j'ai eu autour du potager. C'est déjà, le premier, quand on réalise que les 5 sens sont en éveil, là on se dit waouh, là j'ai trouvé une activité. Enfin, je sais pas, on peut aimer la poterie, mais on va pas la manger. Enfin voilà, donc c'est quand même assez fort de se dire que tout ce qu'on fait, toute cette activité va nous éveiller pleinement et va nous faire grandir aussi là-dessus. Sans dénigrer la poterie. Sans dénigrer la poterie. Il y a de la terre dedans, on en a besoin quand même. Il y a de la terre. Non, et l'autre chose, c'est aussi quand l'autre déclic, c'est quand on réalise que c'est une des seules activités au monde qui est universelle. C'est-à-dire, ça parle à tous les pays. Il y a très peu d'activités comme ça qui est universelle. Même après une guerre, c'est l'urgence numéro 1, c'est de faire en sorte que les terres puissent être recultivées très rapidement. Par exemple, en Ukraine, là, il y a un sujet sur la pollution des sols après les bombardements. L'Ukraine, c'est quand même le grenier de l'Europe. Donc là, il y a un vrai sujet. Et en fait, vraiment, le potager parle à absolument toutes les cultures. Bon, là, il y a un lien à faire évident entre les cultures qui ont l'espérance de vie la plus élevée. C'est des cultures qui ont des potagers depuis toujours et qui n'ont jamais perdu
l'usage du potager. Ouais. Les démographes appellent ça les zones bleues, où il y a le taux de centenaires est particulièrement élevé. Tous ont des potagers. Donc les 5 sens en éveil, universel, mais c'est aussi intergénérationnel. Ouais. Il y a quand même très peu d'activités qui parlent à toutes les générations. Je sais pas si vous avez déjà vu un enfant dans un potager, c'est un carnage. Ouais. Il est trop content. Il bouffe tout ce qu'il veut. Il est trop content, genre, même si la fraise est pas très jolie, elle ressemble pas à une fraise de supermarché, mais il a bien compris que c'était la meilleure fraise qu'il goûtera jamais de toute sa vie. Donc c'est vraiment... vraiment, et puis même mettre les mains dans la terre, c'est une satisfaction incroyable. D'ailleurs, ça a des vertus... apaisante et prouvée. Ouais. C'est-à-dire que Prouvée scientifiquement. Scientifiquement, ouais, on a notre peau du coup est en contact avec des bactéries, les bactéries du sol. Le fait de jardiner, je veux dire à main nue. Hein. Donc on a les bactéries du sol sur notre peau et le fait de lutter contre ces bactéries qui rentrent en nous, cette lutte nous fait sécréter des hormones du bonheur, des hormones du plaisir. Donc ce qui fait le fait d'avoir les mains dans la terre concrètement nous rend heureux. Trop bien. Voilà, c'est donc fou, pratique. hein. De l'enfant, du tout petit enfant, jusqu'à la personne âgée qui vient chercher elle-même ses légumes pour sa soupe. C'est vraiment... ça parle à tout le monde. Et quand j'ai lancé les tout premiers ateliers pour les enfants, j'avais très honnêtement une petite appréhension parce que je me suis dit, les enfants aujourd'hui n'ont plus les mains dans la terre, ont assez peu de jeux en bois, peu de jeux manuels, et plutôt des écrans. Et donc, je me suis dit, mais comment je vais réussir à capter leur attention pendant une heure d'atelier ? Comment est-ce qu'ils vont réussir à... Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'au moment où ils ont switché, vraiment intérieurement, où ils ont compris l'importance de la terre, c'est quand je leur ai donné à chacun un verre de terre. Ils se sentaient parents concrètement, ils se sont sentis parents d'un ver de terre et là, ils ont compris qu'il fallait lui donner son environnement naturel. Donc on a fait un petit pot en terre avec terreau, fumier, compost. Donc ils ont compris la nourriture du ver de terre, ils ont compris ce qu'il lui fallait. Et au-dessus, le végétal. Donc on a semé des graines de basilic et donc ils sont rentrés chez eux chacun avec leur petit pot. Avec leur ver de terre. Et les graines de basilic qui germent. Et là, dans leur regard, mais il y avait un émerveillement que je trouve si pur, très beau. Enfin, et je me dis, mais trop chouette, il n'y en a pas un qui a réclamé un film, un écran, quoi que ce soit. Et vraiment, je me dis, mais c'est trop chouette qu'ils puissent comprendre que le sol est vivant et que nous, on a un rôle à jouer. On a un vrai rôle à jouer là-dessus. C'est trop bien de voir que, sans mauvais jeu de mots, que ton activité porte ses fruits. Il y en a beaucoup, il y en a plein d'autres. Je reviens sur la question de légitimité, parce que tu parlais justement de modestie par rapport à ce monde-là. Toi, tu t'es sentie toute petite au début, face à l'immensité du potager, enfin de la jardinerie et de l'entrepreneuriat, etc. Tu t'es sentie légitime au début ou... Non, pas du tout. T'avais tout à construire. Pas du tout, mais je pense que d'un côté, heureusement qu'on se sent pas légitime dans ce qu'on fait. Oui, sinon tu fonces, t'as vite fait de foncer tête baissée sans je pense que réfléchir. sinon t'as des œillères et surtout ça permet, je pense, de bien se remettre en question quand il faut. Donc clairement, moi je me remets vraiment très souvent en question. Ça fait évoluer, ça c'est plutôt cool. Après, j'ai réalisé aussi que les questions que je me posais se sont posées aussi à d'autres jardiniers il y a plusieurs centaines d'années, etc. Donc, et surtout, les enjeux que j'ai sont les mêmes que d'autres ont eu avant. Je vais te prendre un exemple tout simple, mais moi, ce qui me faisait un peu peur, vraiment, c'était les enjeux climatiques. Tout le monde parle du réchauffement climatique. Moi, j'ai pas envie de vendre quelque chose... et en fait tout va griller pendant l'été il y a des années où ça peut trop bien marcher et d'autres c'est ça, et moi je veux que les personnes puissent se dire cool, l'expérience du potager est chouette et j'ai envie de la transmettre à mes enfants aussi. Enfin moi c'est vraiment ça mon but, quoi. C'est de la transmission. Donc en fait si c'est infaisable à cause du réchauffement climatique, je me dis mais ce sera pas possible. Donc c'était ma grande peur au début, et puis je suis tombée sur l'histoire du jardinier de Louis XIV, qui a créé le potager du roi à Versailles. Il s'appelle Jean-Baptiste de la Quintinie, ancien juriste aussi. Ah ouais. Reconversion aussi.
C'est marrant. Tu vas, ok. Non, tu mais seras peut-être un jour je me demande si jardinière les juristes se reconvertissent. Et donc Jean-Baptiste de La Quintigny, en fait, lui, l'enjeu de son époque, c'est que lui n'avait pas du tout les mêmes enjeux climatiques. C'était pas une ère, il y avait pas un réchauffement climatique, il y avait un refroidissement climatique. Donc c'était une ère glaciaire, mais le roi avait ses exigences. Et lui, il pouvait pas juste dire ah bah non, comme t'es pas bonne, désolé, il a fait trop froid. Désolé, Louis. Donc il pouvait pas dire ça. Non, il s'est dit j'ai pas le choix, il faut que je trouve une solution. Et donc là, il a fait appel à tout son génie assez dingue. Il s'est dit pour réchauffer l'atmosphère de manière générale, sans créer de serre, il faut que je creuse dans le sol. Il faut que je cultive en profondeur. Et il faut que j'utilise le peu de rayons du soleil pour décupler la force des rayons du soleil. Donc pour ça, il a créé des murs tout autour du potager. Donc il a creusé les 9 hectares de potager. Il les a décaissés complètement. Il a tout emmuré. Donc tout est entouré de murs. Ce qui fait qu'un rayon du soleil va percuter un mur et se refléter sur le sol avec une force beaucoup plus importante parce qu'il aura eu le blanc du mur, enfin bref, la pierre réchauffe et ça réchauffe toute l'atmosphère. Et justement, les jardiniers du potager du roi m'ont raconté des anecdotes assez marrantes. Ils m'ont dit, on s'attendait pas trop à prendre des énormes insolations à Versailles en jardinant. Ah oui. Donc ils se sont tous payés des insolations un peu au début. Et puis après, ils ont compris qu'effectivement, la technique de Jean-Baptiste de La Quintigny était vraiment très efficace et réchauffait toute l'atmosphère. Voilà, tout ça pour dire qu'il avait des enjeux aussi. Un autre enjeu, c'était les caprices du roi, qui voulait des asperges toute l'année. Et il a trouvé une solution, c'est de mettre des grosses mottes de fumier, encore fumant, chaud, sur les buttes d'asperges. Ça réchauffait le sol. Et les asperges, ils disaient « Ah, c'est le printemps !» Donc les asperges sortaient de terre. Et en fait, pas du tout. C'est pas le printemps. C'est tout ça pour dire les peurs que j'ai. Tous les jardiniers les ont eues. Oui. Et puis on travaille avec la nature, le vivant, le végétal, exactement comme un médecin qui travaille avec le vivant, le corps humain. Oui. Donc en fait, on peut pas dire à un médecin, il faut que tu guérisses cette personne. Oui, en fait, t'es pas maître de tout, c'est on la peut nature. Pas être maître, il faut se laisser, il faut accepter qu'on n'est pas maître de tout. Ouais. Exactement. Pour faire un peu le parallèle entre justement la terre, le jardinage et la vie pro, l'entrepreneuriat, tu me parlais de quelques qualités que ça peut nous apporter, tout ce qui est persévérance, patience, discipline et tout. Ouais, c'est là où on réalise qu'il y a quand même pas mal d'expressions qui viennent du jardin potager. La première étant... La fin des haricots. Non, j'ai je m'attendais pas du tout à ça, le flop. Non, mais en fait, il y a plein d'expressions, mais au-delà de ça, il y a plein de leçons. Et dans les leçons, il y a le fait de persévérer. C'est un truc tout bête, mais si tu ne réessais pas en permanence, tu ne sauras jamais si tu sais réellement cultiver n'importe quoi, la patate douce. Si t'essayes qu'une fois et que ça marche pas et que tu t'arrêtes, la leçon que tu vas en tirer, c'est j'y arrive pas. Oui, parce que t'auras pas essayé. Oui, donc oui. Donc faut réessayer. Faut réessayer. Et ça, ce que ça apprend, je trouve, de trop beau, c'est la résilience, faculté de résilience. Parce que t'as attendu des mois et des mois pour que ça pousse. Et au bout je prends un exemple tout bête, tu vois que je sais pas, en fait, je vais dire n'importe quoi, les plants sont mangés par le dessous par un rat taupe, par exemple, donc c'est un rongeur de la terre. Là tu vas essayer de comprendre pourquoi, mais ça a mis des mois, et comme ça a demandé vachement de patience, tu vas dire c'est un sacré coup au moral, parce que tu dis j'ai vraiment chéri ces plants, j'ai tout fait pour que ça marche, je comprends pas, etc. Donc en fait, ça t'apprend la patience, la résilience et la persévérance, mais il y en a tellement d'autres. Il y a une fable de La Fontaine comme ça, c'est un vieux maraîcher qui dit à ses enfants, en mourant, il dit « Je vous laisse un trésor caché dans ce champ, à vous de le trouver ». Donc les enfants bêchent, travaillent. Ils le trouvent pas, mais en fait, en bêchant, en travaillant le sol, ils réalisent qu'ils ont 2 fois plus de récoltes. Ouais. Et du coup, ils disent, mais je comprends pas. Et en fait, le père, la moralité, c'est le père leur a pas laissé de trésor dans le sol. Le seul trésor, il leur a appris que le trésor, c'est le travail. Ouais. Et du coup, c'est assez vrai dans le potager. On ne récolte que ce qu'on sème. Si on sème rien,
il se passe rien. Non, mais c'est clair qu'il y a vachement de parallèles à faire, ne serait-ce que aussi en termes de gestion de son temps. Je pense qu'il faut anticiper énormément, parce que je me dis, en fait, si je lance une culture à tel moment et qu'après, en fait, j'aurais besoin de l'espace pour faire telle autre culture, mais j'ai pas anticipé le fait que je voulais faire ça avant, mais en fait, une fois que c'est là, c'est fait. En fait, ça t'apprend aussi vachement à anticiper. Et la frustration, oui, c'est clairement quand t'as raté une année de peut-être 12 par exemple, je sais pas, mais tu vois, tout de suite tu te dis, bah ok, bon bah les premières elles auront un goût exceptionnel. Ouais. Ça t'apprend aussi à savourer, hein. Franchement, ça t'apprend à savourer les premiers légumes qui sortent de terre, que t'as réussi. Il y a une vraie fierté derrière. Ouais, c'est trop bien. Il y a eu des rencontres hyper marquantes qui t'ont boosté dans ton activité. Ça peut même être les rencontres que t'as faites dans l'incubateur ou autres, des vieux sages du potager. Il y a énormément de... En vrai, je pense que les rencontres les plus marquantes, c'est les vieux monsieur ou les vieilles dames qui ont leur propre potager. Ça, honnêtement, c'est des rencontres assez exceptionnelles. Ils connaissent si bien leur terre, ils connaissent vachement bien leur climat, ils savent ce qui pousse très bien chez eux, ils savent ce qui ne pousse pas chez eux. Et eux, ils ont un savoir-faire qui est vraiment, vraiment très précieux. J'ai fait là récemment un maraîcher, j'ai rencontré un maraîcher qui est à Smith-au-Lafitte, une propriété viticole exceptionnelle. Et lui, c'est un passionné fou. C'est vraiment un passionné. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que dans ce domaine, peu importe l'âge qu'on a, je pense, peu importe l'expérience qu'on a, on a à apprendre de tout le monde, mais absolument tout le monde, quoi. Enfin, c'est jamais fini, l'apprentissage est jamais terminé. Et donc vraiment j'en ai rencontré plusieurs, hein, des jardiniers qui ont leur propre terre. Ça, c'est des rencontres assez marquantes. Ouais. Et qui la cultivent depuis des décennies. Ouais. Mais surtout, ils ont tous une histoire dans leur terre. Et par exemple, ça peut être un pied de tabac qui est là, qui pousse, qui chaque année repousse. Et ils t'expliquent que c'est leur arrière-grand-père qui avait planté ce plant de tabac. Parce que pendant la guerre, il n'y avait pas de tabac et donc il avait besoin d'avoir son propre tabac. Ouais. Et ça, je trouve c'est assez... En fait, il y a une vraie histoire dans la terre. Il y a une vraie émotion aussi qui passe par là. Ouais. Trop beau. Parle-nous un peu de tes réalisations, des projets que tu peux avoir. Donc, tu as des clients, tu as des particuliers, mais aussi des entreprises. Exactement. Ouais. J'ai des particuliers et des entreprises. Les particuliers, ça répond vraiment à une demande un besoin d'avoir des goûts nouveaux dans l'assiette. Et puis de pouvoir avoir un terrain de jeu au fond de son jardin, en tout cas, ou assez près de sa cuisine en tout cas, mais pour cultiver vraiment des choses nouvelles, avoir des produits frais, avoir du basilic frais, enfin vraiment des choses à portée de main, et puis qui tout de suite améliorent nos assiettes. Et ensuite, il y a les professionnels, eux, donc entreprises, et là je m'adresse vraiment à différents types de professionnels. Donc c'est aussi bien l'hôtel qui a des cuisines et qui souhaite avoir des assiettes très colorées avec des fleurs comestibles, avoir des sommités. En fait, les sommités, c'est les jeunes pousses vertes. Ouais. Directement chez eux, du coup. Directement chez eux, parce qu'en fait, ce sont des produits à très forte valeur ajoutée. Et donc, pour eux, les avoir à portée de main, c'est bien plus simple pour se fournir. Et pour leurs assiettes. Et tout de suite, en haute gastronomie, on voit que tout ce qui est fleurs comestibles et sommités, c'est extrêmement important pour le goût dans l'assiette. Donc ça leur permet d'avoir leur carré potager à portée de main. Il y a aussi les hôtels, restaurants et campings. Il y a des campings qui ont vraiment une sensibilité écologique très forte. Et puis ça rajoute une activité pour les clients. Exactement. Ouais, exactement. Et voilà. Et donc là, les dernières en date, c'est vraiment les vignobles. Et moi, je m'amuse vraiment avec ces arômes du vent. Là. Je trouve ça très drôle de chercher. C'est un peu un jeu, quoi, de chercher quelle essence végétale va correspondre à quel arôme. Et puis, c'est un vrai challenge botanique aussi, puisqu'il faut que tout soit en fleurs au moment de la haute saison touristique. Donc, je travaille avec une pépiniériste exceptionnelle qui est passionnée, vraiment passionnée à tel point qu'elle
Parfois, elle ramène des graines du Japon, de certains choux. Donc, vraiment, elle est... Elle te dit, tiens, débrouille-toi avec ça. Et elle est vraiment passionnée, donc on travaille ensemble là-dessus. Si tu devais transmettre aujourd'hui une graine symbolique à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu donnerais ? Si je devais donner une graine symbolique, honnêtement, il y en a tellement, ce que je te disais, tellement d'enseignements, tellement la persévérance, la patience. Le potager, je trouve que ça apprend juste la vie, en fait, puisque c'est la vie, donc tout simplement. C'est la vie. Voilà. Non, il y en aurait tellement, mais je pense que la plus efficace, ce serait une vraie graine. Parce que avec une vraie graine, tu vas du coup tout de suite te dire, ok, il lui faut quoi ? Donc, il faut de la terre, ok, il lui faut quoi ? Il faut de l'eau, la vraie bonne eau. Il faut du soleil, et je trouve qu'à partir du moment où on commence à cultiver sa première graine, on prend conscience de tellement de choses, du temps que prennent les choses, de la patience qu'il faut, du travail qu'il faut faire. Et tout ça permet d'avoir toutes ces leçons en une graine. Donc finalement, si je devais te donner une graine symbolique, ce serait en fait une vraie graine. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à la Sixtine d'il y a 10 ans, de celle qui était dans ses études de droit si c'était possible, admettons. Qu'est-ce que je pourrais dire ? En fait, clairement, un peu une toute petite phrase à l'oreille qui dirait juste t'inquiète, le terreau est là, la graine est en terre, ça germe doucement, prends patience. Un jour les fruits sortiront. C'est très bien ça. Mais les années de juriste n'ont pas servi à rien. Ça t'a appris plein de choses qui te servent aujourd'hui. Ah, clairement, beaucoup de rigueur, un vrai travail. Je travaillais aussi dans un contexte où le temps est vraiment compté. Donc en fait, ça apprend l'efficacité de fait. Et puis, j'ai de la chance que ce soit une formation qui permette d'ouvrir l'esprit vraiment... intellectuellement, je trouve que c'est très stimulant. Et donc là, c'est cool de pouvoir le faire maintenant pour moi. Ouais. Est-ce que tu aurais un livre, un film, un podcast, un auteur à conseiller à des personnes qui osent pas se lancer dans leur passion encore ? Est-ce que toi, t'as eu une inspiration qui t'a aidé comme ça ? Ouais. C'est un livre qui est encore aujourd'hui un best-seller que j'ai lu pour la 3e fois. C'est Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Il explique à quel point notre faculté de résilience est un pouvoir pour entreprendre, pour faire plein de choses. Il explique, en prenant l'exemple des enfants, un enfant qui va avoir un plâtre à la jambe, par exemple, et qui apprenait à marcher et qui, malheureusement, a une jambe cassée, il va apprendre à marcher avec son plâtre. Il se pose même pas la question de dire « Ah non, zut, je suis alité, je sais pas quoi. » Non. C'est à l'âge adulte, on fait ça. Mais non, là c'est vraiment, il prend des exemples tout bêtes. Mais c'est une succession d'exemples qu'on connaît, mais qui font tellement du bien à relire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai lu pour la 3e fois. Ouais. Bon, là, c'est juste un exemple. Mais après, il explique que voilà, on peut avoir des ressources complètement insoupçonnées aussi. Et il donne plein de clés pour juste les activer. Voilà, donc c'est pour ça que c'est encore un best-seller, ce livre. Moi, je vais le lire, du coup, ça me donne envie. Est-ce que, pour finir, tu peux nous donner une anecdote marrante ou intéressante sur ton métier ? Ouais. Je pense que, en vrai, j'en ai plein, mais je pense que là, il y en a une qui me vient en tête, qui est hyper récente. Je prenais un Blablacar tout bête et je vois sur l'application que le conducteur a 80 ans, s'appelle Jean et je suis pas hyper rassurée au début, je me dis oula, 80 ans, Jean, j'ai 5 heures de route avec lui. Et puis en fait je le vois sortir de la voiture et là je vois qu'il sort de la voiture mais sans aucun problème, il s'appuie sur rien, comme un jeune quoi, vraiment il sort de la voiture sans problème. Et puis et là j'ai des doutes, je me dis mais c'est pas Jean, c'est pas possible, c'est pas Jean 80 ans. Et je vois qu'il est très sincèrement musclé. Et puis je suis à l'avant avec lui à la voiture et je lui dis écoutez, peut-être qu'on a dû vous le dire déjà, mais vous faites pas du tout votre âge en fait. Il m'a dit tout le monde me le dit. Donc là il était hyper fier de pouvoir dire allez. Tout le monde me le dit, une de plus. et il m'a dit en fait c'est tout simple, j'ai un potager que je cultive. Et en fait ça me fait faire tellement d'exercices, ça me fait faire énormément d'exercices de flexion aussi, de souplesse. Et il t'en a parlé comme ça sans que toi t'aies parlé de potager. Non, ouais, vraiment, ouais. Et donc c'est là où encore une fois, c'est là où je réalise que c'est universel, intergénérationnel,
Enfin, j'aurais pu croiser quelqu'un de... Enfin, c'est vraiment fou, quoi. Je me dis, ça parle à tout le monde. Et là où je suis encore plus convaincue de tous les bienfaits du potager, c'est que déjà, sur notre forme physique, ça a un vrai impact, et il en est la preuve vivante. Et le deuxième truc, c'est que ça oblige à manger les fruits et légumes de saison, et chaque fruit et légume de saison nous apporte les vitamines et les nutriments dont on a besoin en fonction de la saison. Je te donne un exemple tout simple. En plein été, tous les légumes les plus juteux, et vraiment ceux qui sont gorgés d'eau, concombres, melons, pastèques, tomates, tout ça, ils arrivent pas pour rien en été, c'est là où on se déshydrate le plus. Ouais. Pareil pour les légumes qui sont chargés de vitamine C, ils arrivent tous en hiver. Toutes les courges, toutes les citrouilles, les carottes, tout ça, en fait, tout ce qui est chargé de carotène, donc de vitamine C, c'est pile au moment où on en a besoin pour lutter contre les maladies d'hiver, grippe, rhume, tout ça. La nature est bien faite, quoi. Voilà. Et là, Jean, 80 ans, bah là, il nous met une claque. Ouais. Mais après, je sais pas si je peux te donner une deuxième anecdote. Oui, parce que je pense qui moi, me fait... Je crois que tu m'en avais parlé, j'aimerais que tu nous en parles. Je trouve ça hyper drôle, parce que c'est vraiment... Donc c'est quand même un sacré luxe d'avoir ses propres légumes, mais j'ai réalisé avec cette anecdote à quel point c'en était vraiment un. C'est que j'ai rencontré un régisseur de propriété pour des grands domaines, pour des particuliers qui ont des très grandes fortunes. Et il se trouve qu'il était régisseur d'une propriété exceptionnelle à côté de Paris, d'un monsieur qui avait une très grande fortune, qui travaillait dans la mode. Et ce monsieur, pendant le confinement, a demandé au régisseur de sa propriété, il m'a dit: est-ce que tu peux me créer un potager pour le confinement, voilà, je veux mon potager. Lui, c'est pas son métier, il dit bon ok, je vais essayer avec 3 fois rien, vraiment quelques tomates, quelques plants de poivrons, aubergines, voilà. Il fait un truc, et il m'a dit: ce propriétaire, la première chose qu'il montre à ses invités, qui sont quand même des VIP du monde entier, des acteurs, des chanteurs du monde entier qu'on connaît tous, la première chose qu'il leur montre, c'est son potager. Il est super fier de son potager, parce que c'est ça le vrai luxe. C'est produire ses propres légumes, savoir ce qu'on mange, gérer ce qu'on mange, avoir les vitamines qu'il faut pour soi. En fait, ça se trouve tellement nulle part ailleurs que ça, c'est un vrai luxe. Et ces personnes qui montrent son potager sont subjuguées devant... Bah ouais, non mais ouais, complètement. Alors que c'est des personnes qui ont accès à tous les trucs superficiels qui puissent exister. Mais exactement. Et en fait, quand ils se retrouvent devant quelque chose de naturel, ouais. Et c'est surtout plus simple. Ouais, mais c'est ça, ils ont accès absolument à tout. Ils peuvent avoir tous les caprices du monde. Ce qu'ils ne peuvent pas avoir, c'est leurs propres légumes, sauf à les cultiver eux-mêmes. La moralité, c'est juste que le vrai luxe, c'est avoir son propre potager aussi. Trop bien, sur ces bonnes paroles, Sixtine, merci beaucoup. Merci à toi, Pauline, de toutes ces belles leçons. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur Sixtine et ses projets, je vous mets les liens dans la description. Et si vous voulez continuer à écouter de chouettes parcours qui vous donnent envie d'oser à votre tour, abonnez-vous à ce podcast. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.